D'accord. Je vais informer le reste de la Voilà. section. Ah, de toute façon, ils sont censés venir assister même le TP. Donc aujourd'hui, parce que demain, j'ai un empêchement pour le cours. Donc c'est pour ça qu'on va faire aujourd'hui cours plus un exercice TP. D'accord, monsieur. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc, qui peut nous rappeler en fait qu'est-ce qu'un diagramme de classe? Vous avez la définition, mais j'aimerais bien aussi que chacun en fait donne une formulation. Il faut participer, hein. Oui, on a fait des diagrammes de classe, oui. Pour consulter vos camarades pour le cours. On l'a fait déjà la dernière fois. Vous étiez absent à Ramsey. Alors, vous pouvez parler ou non? Arrêtez d'écrire. Vous pouvez parler. Il vaut mieux parler. D'accord. Donc, pour le cours, vous étiez présent, hein. Donc, on a fait un cours de diagramme de classe, hein. Je ne sais pas si vous n'avez pas suivi le cours. Les autres, vous avez la mémoire. Le diagramme de classe est une modélisation qui est centrée sur les objets et l'interaction qu'il peut y avoir entre eux. Très bien. Alors, donc, ils vont me perturber avec l'arrivée tardive à chaque fois vos étudiants. Est-ce qu'il y a un moyen pour accepter tout le monde à chaque fois sans me demander mon autorisation? Qu'est-ce que je vais faire? Comme ça, on ne va pas avancer. À chaque fois, il y a un étudiant qui arrive, donc il faut que.
Alors, c'est bon, on peut commencer maintenant? Parce que s'il continue à arriver comme ça, les étudiants, on va perturber le cours à chaque fois. Alors, c'est bon, donc aujourd'hui, donc, on va terminer notre cours déjà entamé la dernière fois sur le diagramme de classe. Donc, on a dit que, en fait, le diagramme de classe, c'est le seul diagramme obligatoire. Un diagramme de classe, c'est donc il s'inscrit dans l'aspect donc statique en fait du diagramme du UML. Donc UML il est en fait composé en deux volets. Donc il contient deux volets, le volet dynamique plus donc fonctionnel et le volet statique. Dans le volet déjà fonctionnel, donc nous avons travaillé avec le diagramme de cas d'utilisation et la description textuelle. Dans le volet dynamique, nous avons étudié donc les diagrammes d'activité et plus les diagrammes de séquence. En volet statique, donc on a commencé par la première partie du diagramme de classe. Donc nous avons défini une classe. Nous avons défini quels sont les paramètres d'une classe, la visibilité des paramètres, des méthodes, opérations, quand est-ce qu'on appelle ça méthode ou opération, ça dépend de la classe ou de l'objet. Ensuite, les différentes relations qu'il peut y avoir entre les classes, bien sûr, en appliquant sur un exemple de la caisse enregistreuse. Donc, nous avons travaillé avec les différentes relations. Quelles sont les relations qu'on a abordées la dernière fois? Association, l'agrégation et la composition. Quelle est la différence entre les trois, s'il vous plaît, ou quelqu'un d'autre? Quelle est la différence entre... L'agrégation est une association plus forte, c'est la composition est une agrégation plus forte, je pense. Voilà, la composition. Donc, donc, on commence par l'association, on va vers l'agrégation qui est donc dans le sens de l'appartenance. Ensuite, on va vers la composition qui est une association vraiment forte. D'accord? Donc, nous avons principalement ces trois relations, plus les relations d'héritage. Les relations d'héritage, donc, nous avons soit une spécialisation, soit une généralisation entre les classes, donc superclasses et les sous-classes. Voilà, donc on va revenir à notre diapo. Vous voyez quand je change la diapo ou pas? Les diapos, vous les voyez quand ils changent? Les, les slides, quand je change les slides, est-ce que vous voyez le changement? Si vous avez changé de slide, on n'a rien Vous avez, vu. vous avez quel slide maintenant? Le diagramme de classe. Ah, donc ça change. Changer le mode de partage. Donc là, on va faire arrêter. Ensuite, vous voyez tout mon écran maintenant. Personnellement, je ne vois pas votre écran, monsieur. Maintenant. Ah, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Alors, très bien. Quand je change maintenant de diapo, ça change chez vous? Oui, monsieur, c'est bon. Notion de classe. Donc, la notion de classe est essentielle en programmation orientée objet. Elle définit une abstraction, un type abstrait qui permettra plus tard d'instancier des objets. Donc, on a dit que c'est un regroupement, en fait, de plusieurs objets qui ont des caractéristiques communes. On distingue généralement des classes abstraites, donc qui ne peuvent pas être instanciées. Donc, on a donné la dernière fois un exemple par la classe humain. Donc, on ne peut pas instancier parce que ça n'existe pas, humain 1, humain 2. Mais elle peut être là juste pour regrouper en fait les caractéristiques communes entre hommes et femmes.
Après, donc, c'est l'héritage des deux classes hommes et femmes de la classe humaine. Alors, donc, quelques règles concernant les diagrammes de classe. Donc, tout nom de classe doit commencer par une majuscule. Donc, le nom d'attribut, donc, on doit mentionner le type et la valeur initiale. Donc, ici, on a vu la. Normalement, voilà, normalement, ici, on a vu la syntaxe d'un attribut en rouge. Donc, la visibilité, donc, on doit spécifier sa visibilité, le nom de l'attribut, la multiplicité, combien de fois il va se répéter. On a donné l'exemple par un numéro de téléphone, le type d'attribut et l'initialisation. Ensuite, donc, on va voir un exemple complet. On va voir maintenant la syntaxe pour une fonction ou qui peut, le nom de la fonction, donc qui peut être soit une opération, soit une méthode. Si donc on travaille dans le diagramme d'objet, donc on va appeler ça opération. Sinon, on va appeler ça méthode. Idriss Ryan Nassabé. Il vient d'arriver. Alors, donc là, c'est la syntaxe donc, des méthodes. Nous avons donc alors expliqué que la méthode, il s'agit d'une opération en diagramme d'objet ou d'une méthode effectuée par la classe quand on travaille avec diagramme de classe. La syntaxe, donc visibilité, nom de la méthode, plus la direction des paramètres, soit en entrée-sortie, le type de paramètre, le type bien sûr, et le type retour s'il y a un retour. Alors, par exemple, on a parlé avec la méthode get qui permet donc de retourner un entier, par exemple le calculage, donc qui prend en entrée la date de naissance de type date et qui retourne rien. D'accord? Donc nous avons deux fonctions ici, nous avons deux méthodes, nous avons get âge, donc qui va retourner un âge, donc elle va calculer retourner l'âge, et nous avons calculage qui va tout simplement le calculer sans le retourner. Donc, avec deux, bien sûr, protections différentes. Donc, méthode protégée prenant comme paramètre la date de naissance de type date et ne retourne rien. Alors, donc, nous avons aussi, en fait, des méthodes qu'on appelle méthodes de classe. Comme pour les attributs de classe, il est possible de déclarer des méthodes de classe. Une méthode de classe ne peut manipuler que des attributs de la classe et ses propres paramètres. Cette méthode n'a pas accès aux attributs des instances de la classe. L'accès à une méthode de classe ne nécessite pas l'existence d'une instance de cette classe en bas. Mais en général, on évite en fait d'utiliser des méthodes de classe ou des attributs de classe. Toujours, on essaye de faire en fait un diagramme avec une certaine souplesse, c'est-à-dire sans trop compliquer les choses. Parce que quand il y a un diagramme qui contient 50 classes avec des attributs de classe, des méthodes de classe, donc ça rend les choses un peu compliquées alors que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire un diagramme lisible et bien sûr avec moins de complications possibles pour les programmeurs. Donc, pour les classes abstraites, on a parlé la dernière fois. Alors, les relations entre les classes, donc là, ça résume les classes donc les relations héritage, association, NR ou binaire, avec bien sûr donc la possibilité de lire donc les multiplicités qu'on va découvrir aujourd'hui, mais c'est pas comme dans les bases de données. Donc, en diagramme de classe, on va lire à l'arrivée, on va regarder tout ça après. On a expliqué l'exemple qui résume en fait la différence entre les deux relation, association, plutôt agrégation et composition. Par exemple, ici, l'entreprise. Donc, dans une entreprise, il peut y avoir plusieurs camions qui appartiennent. Donc, si l'entreprise ferme ses portes, les camions vont rester d'exister et vont appartenir à notre propriétaire. Par contre, donc, quand le camion il est en fait dans une situation de non-utilisabilité, donc il va être détruit. Donc, donc c'est tout, donc tout ce qui compose le camion qui ne sera plus en marche. Donc, ça veut dire le camion composé avec tous ces éléments. Ou, par exemple, aussi, on peut avoir une société composée par un siège, un et un seul siège, d'accord? Une ou plusieurs agences, une ou plusieurs usines. Si la société ferme, ça veut dire que l'usine, l'agence, siège n'existe plus. Parce qu'on ne peut pas avoir en fait une usine qui n'appartient pas à une société ou une agence qui n'appartient pas à une société. Ça n'existe pas. Alors, donc aujourd'hui, on va découvrir les multiplicités ou cardinalités qu'on appelait ça en base de données.
Donc, on a en fait les possibilités suivantes. 1 pour un et un seul. Donc, 0 ou 1. D'accord? Nous avons n, exactement n, donc c'est le nombre exact. Nous avons de m à n, par exemple, de 3 à 5. On va spécifier en fait le nombre. Nous avons étoile pour dire 0 ou plusieurs, ou bien c'est la même syntaxe avec 0, 2 points, étoile, c'est la même chose. 0 jusqu'à l'infini. Et nous avons aussi la possibilité de faire de 1 à plusieurs. Voilà, donc d'une autre façon, donc c'est la même chose. Donc voici toutes les multiplicités possibles dans un diagramme de classe. Donc utiliser pour l'instant ce qu'on sait faire, c'est déclarer donc des classes avec un nom de classe, des attributs, des méthodes, faire des relations entre les classes, soit association, agrégation, composition, et rajouter des multiplicités. Et aussi, il faut écrire en fait le nom de la relation, surtout quand on parle en fait de l'association. L'association, il faut inscrire le nom de l'association sur la flèche. Là, par exemple, en fait, la différence en base de données, c'est qu'on va lire au début. Par exemple, ici, en fait, c'est donc, contrairement aux cardinalités de Meurice ou bien base de données, parce que c'est la même chose, en fait, Meurice, c'est une autre méthode de conception comme UML. Donc, et justement, en fait, le modèle entité-association et le modèle relationnel sont inspirés de Meurice. Donc, les multiplicités UML sont placées du côté de la destination. Par exemple, ici, une université a l'emploi 0 à plusieurs personnes. D'accord? Donc, on ajoute bien sûr le nom ici, le nom en fait, emploi, donc pour le nom de la relation d'association. Donc, les multiplicités UML sont placées du côté de la destination. Une université emploie plusieurs personnes. Le symbole étoile est placé du côté de personnes à l'arrivée. Donc, à une personne est associée 0 ou une université. Donc, si on prend une personne au hasard dans la rue, donc soit elle est associée à 0 ou bien à une seule université. Mais elle ne peut pas être associée à plusieurs universités. C'est-à-dire, elle doit être recrutée dans une seule université ou bien 0. Carrément, elle travaille dans un autre secteur en dehors de l'université. Donc, le symbole 0,1 est placé du côté de l'université. Donc, à l'arrivée, si on part de personnes, donc on va arriver à l'université avec 0,1. Donc, ici, on peut aussi lire, par exemple, entre personnes, et qui peut d'ailleurs nous exprimer ces relations d'association entre personnes et services. Alors, sinon, j'ai la liste ici, je peux désigner quelqu'un. Hein. Alors, le premier, Khalil Hamidani. Le premier dans la liste. Sinon, je passe le deuxième. Khalil Hamidani. Ahmed Fath. Oui, monsieur. Ahmed Fath. Donc, exprimez-nous juste en fait ces relations-là entre les deux classes, services et personnes. Donc, Vous faites juste la première relation, après je vais désigner une autre personne pour la deuxième. d'accord. Donc, pour rattacher, on va parler du rattachement, par exemple. Allez-y. D'accord. Donc, une personne est rattachée à un seul. Une seconde. À un seul ou plus. Normalement, une personne devrait être rattachée qu'à un seul service. Une personne que vous allez rencontrer au hasard, dehors, est-ce qu'elle est obligée d'être rattachée à un service? Je veux dire, elle peut être rattachée à 0, c'est-à-dire à aucun service, ou au maximum un seul service. C'est ce que je voulais dire. Soit 0 service, soit un seul service. Oui, donc au maximum un seul service ou bien 0 service. À aucun service, du coup. 0 à 1. Pardon? Exactement. 0 à 1, parce qu'on va dire à l'arrivée, hein, une personne rattachée à 0 ou 1, maximum. Oui.
Alors, dans le sens inverse, Donc, un service doit contenir doit contenir une seule personne ou plus. ou plusieurs. Minimum un, parce qu'un service, on ne peut pas créer un service avec 0 personne. Hein, vous êtes d'accord? Exactement. Au minimum une seule personne. Voilà. Tout à fait, ouais. Alors, donc, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Un volontaire? Sinon, je désigne moi-même. Oui, monsieur. C'est qui? Boudoua Farah. Allez-y, Farah. Alors, un service doit être dirigé par une seule personne. Par contre, une personne peut diriger un seul service ou aucun. Soit zéro, soit un service. Oui. Voilà, très bien, très bien. La troisième relation, un autre volontaire? Je vais désigner moi-même alors. Alors, on était à Farah. Après. Lilia Frion. Oui, monsieur, Lilia. أنا هذا من دخلت. Ah, vous n'êtes pas Oui, هذا من دخلت. BN Friel. Oui, monsieur. Allez-y. Partage, machin, je trouve le... Oui, bien sûr. Alors, donc, maintenant, c'est bon? Oui. Donc, On a service. la troisième relation entre personne et service. Adna, personne doit partir zéro ou plus zéro, un plus service. Un zéro ou un plus Une service. personne peut être prêtée Zéro ou un service. ou un service. Voilà, donc on ne peut pas prêter une personne à plusieurs services. Et un service peut avoir par exemple, dans le sens inverse avec personne, en prêt, donc il peut emprunter Zéro ou plusieurs services. zéro ou plusieurs personnes. Personne. Voilà, très bien, merci. Alors, donc c'est clair normalement pour vous. Voici la procédure d'élaboration d'un diagramme de classe. Donc, la démarche couramment utilisée pour élaborer un diagramme de classe consiste à... Donc, en fait, le plus dur, enfin, c'est pas difficile, mais la tâche qui nécessite de prendre beaucoup plus de temps, c'est la première tâche déjà d'identifier, en fait, d'identification des classes. Déjà, vous allez, par exemple, vous avez un cahier des charges comme on a l'habitude de voir en TD ou dans la série de TP. Donc, vous avez un texte rédigé avec la littérature. Alors, vous allez lire tout d'abord. Vous pouvez, en fait, identifier déjà des classes dès la première lecture. Donc, toute entité qui peut jouer un rôle, donc qui a des caractéristiques et qui joue un rôle, elle peut faire l'objet d'une classe. Donc, trouver les classes du domaine étudié, cette étape empirique se fait généralement en collaboration avec un expert du domaine. Par exemple, vous êtes avec votre encadreur externe, donc quand vous allez voir votre PFE, et là, directement, donc, il va vous expliquer le contexte général, et là, vous pouvez déjà déterminer, en fait, des classes. Les classes correspondent généralement à des concepts ou des substantifs du domaine. Trouvez donc les associations entre classes. Donc, il faut trouver ensuite les associations entre les classes. Les associations correspondent souvent à des verbes ou des constructions verbales mettant en relation plusieurs classes. Comme est composé de, il pilote, par exemple, une machine ou autre. Il travaille pour un service ou une société ou il est rattaché à une structure. Donc, il faut se méfier de certains attributs qui sont en réalité des relations entre classes. Donc, ça, vous pouvez le voir après avoir étudié plusieurs cas. Donc, trouver les attributs des classes. Ensuite, il faut donc identifier les attributs des classes. Les attributs correspondent souvent à des groupes nominaux tels que la masse d'une voiture, le montant d'une transaction, le nom, le prénom, l'adresse mail, l'adresse, ainsi de suite. Les adjectifs et les valeurs correspondent souvent à des valeurs
d'attributs. Il faut organiser et simplifier le modèle en éliminant les classes redondantes, en utilisant l'héritage. Voilà, donc l'héritage, il est là en fait pour rendre le diagramme de classe lisible et bien visible aussi. C'est-à-dire il ne va pas y avoir beaucoup de croisements entre les relations dans un diagramme de classe. Il faut qu'il soit un peu bien organisé, bien géré, donc qu'on puisse voir tout de suite la structure d'un futur système. Ensuite, vérifier les chemins d'accès aux classes, c'est-à-dire on ne peut pas trouver une classe isolée qui n'a pas accès, qui ne sert à rien. Itérer, raffiner le modèle. Donc, au début, en fait, ce que je vous conseille, quand il s'agit d'un exercice simple, bon, vous laissez le diagramme de classe en dernier. Quand il s'agit d'une étude de cas, comme par exemple PFE ou plus tard dans votre parcours professionnel, donc quand il s'agit d'un problème de grande taille, donc il faut identifier déjà des premières classes. Ensuite, il faut travailler avec un mode itératif, c'est-à-dire vous allez faire le diagramme de cas d'utilisation, activité séquence, et vous allez revenir au diagramme de classe pour revoir en fait ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut rajouter comme classe, modifier ou autre. Donc, il faut faire une itération, itérer et raffiner donc le modèle tout en complétant les classes avec les opérations nécessaires. Un modèle est rarement correct dès sa première construction, ça c'est sûr. La modélisation objet est un processus non pas linéaire, mais itératif, surtout ça. Donc, la modélisation UML, ce n'est pas en fait quelque chose qu'on va faire étape par étape, comme vous avez vu les différents cycles de vie qu'on a abordés déjà en premier chapitre, le cycle en cascade, en V et en spirale. Donc, nous avons remarqué en fait que le cycle en spirale, c'est un cycle donc plus logique et qui permet, donc il y a beaucoup d'avantages permettant de minimiser le risque et de gagner du temps, avoir bien sûr donc un logiciel à la fin convenable aux besoins des clients, etc. D'accord? Donc, il faut toujours en fait travailler en itération dans la conception et aussi dans les diagrammes, dans la conception elle-même. Donc, dans le développement, c'est en itération et même dans la conception elle-même. Donc, il y a la conception elle-même, l'élaboration, parce que nous avons un cycle de vie composé par l'analyse, conception, implémentation, test et validation. Maintenant, c'est mise à jour. Donc là, on travaille avec un cycle itératif. Après, nous avons l'étape conception elle-même, elle se travaille en cycle itératif. D'accord? Il y a donc 2 cycles itératifs qui tournent. Donc, voilà la procédure à suivre. Donc, il faut bien comprendre le problème. La compréhension du problème, du contexte, c'est 50% en fait la solution. Voilà, si vous avez bien compris qu'est-ce qui se passe, que vous avez bien identifié les bons acteurs surtout, parce que si, par exemple, le jour d'examen, on a une étude de cas et on va identifier les mauvais acteurs, je peux vous dire que peut-être l'étude de cas est partie en cacahuète, hein, je peux vous le dire, je peux vous assurer. Donc, il faut vraiment donner l'importance à chaque détail. Avant de valider quelque chose, il faut d'abord se souvenir de sa définition. Qu'est-ce qu'un acteur? Qu'est-ce qu'un cas d'utilisation? Qu'est-ce qu'un diagramme d'activité? Quels sont les acteurs du diagramme d'activité? Quels sont les couloirs? Donc, à chaque fois, donc, avant d'élaborer un diagramme, il faut bien définir en fait la syntaxe de chaque chose. Et donc, il faut faire simple. Il ne faut pas trop aussi compliquer les choses, chercher des solutions difficiles. Bien choisir des noms parlants pour vous faciliter vous-même en fait la conduite de la conception. Bien expliciter les associations, ne pas trop généraliser, d'accord? Il faut essayer de préciser et aller directement en fait au vif, directement au sujet. Relire, documenter, de nombreuses révisions sont nécessaires au diagramme de classe. Très bien. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, on peut avoir aussi, en fait, donc là, ce qu'on a vu, donc déjà, c'est des classes, on va dire, ordinaires, standards à utiliser. Et il y a aussi des types spécifiques de classes. Donc, les premières classes importantes à identifier sont celles des entités qui relèvent plutôt du domaine étudié. Donc, c'est ce qu'on appelle des classes entités. L'auteur Jacobson a proposé d'autres types afin de compléter l'analyse système à développer. Donc, les classes Bandai, par exemple, qui permettent de représenter la limite du système, comme par exemple, on a le grand rectangle, un diagramme de cas d'utilisation qui limite le système. On peut avoir aussi des classes qui limitent donc, le système avec l'utilisateur. Donc, on peut, même dans le diagramme de classe, en fait, limiter un système et rajouter en fait des utilisateurs qui vont interagir avec des classes. Bon, c'est pas toujours utile de faire ça, mais on peut le faire. C'est-à-dire, si on a besoin de le faire, on peut le faire.
ou bien les interactions entre le système et les utilisateurs, comme par exemple les formulaires de saisie, dans ce cas-là, si on veut vraiment détailler les choses, les résultats de recherche. Ces classes sont identifiées de l'analyse de la maquette du système. Il y a au moins un dialogue pour chaque paire acteur cas d'utilisation, bien sûr. Donc, nous, en fait, on caractérise ça dans le diagramme de séquence. On précise ça en diagramme de séquence avec l'interface. Donc, toujours, en fait, c'était prévu que je vous fasse la dernière fois un diagramme de séquence sur tableau, on n'a pas pu. Cette semaine, non. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on dira tableau. Mais ici, pardon, diagramme de séquence. Demain, il n'y aura pas cours. Hein? Ils sont arrivés en retard, donc demain, il n'y aura pas cours. Donc, le cours de demain est avancé pour aujourd'hui. Donc, on va finaliser le diagramme de classe et on va faire un exercice sur le diagramme de classe sur le logiciel Star UML. Donc, en même temps, on va faire une partie de TP, donc sur le UML, donc diagramme de classe. Et il nous reste peut-être une séance de... Donc, on va rajouter peut-être un créneau pour une séance de TD pour les deux groupes, soit cette semaine, soit quand on aura avancé un peu. Donc le test ne sera pas la semaine prochaine. Mais le combien? Le 29? Oui, à peu près. Non, peut-être la semaine d'après. D'accord. Et du coup, demain, on n'aura pas TD non plus, monsieur. Aujourd'hui, demain? Oui. Ah non, demain, non. D'accord, d'accord. Merci, monsieur. Il n'y aura pas TD demain. Non, mais on va le rattraper. Hein. Il faut trouver un autre créneau. De toute façon, je reste en contact avec votre délégué pour déterminer notre créneau pour le TD. D'accord? Est-ce que vous m'avez entendu, le délégué d'Elis? Oui. C'est bon? Oui. Alors, donc, on a abordé la classe bande d'arrêt. Alors, les classes de type contrôle qui représentent un contrôleur. Un contrôleur est un intermédiaire entre les interfaces et les entités classes objets métiers. Le contrôleur se charge de l'exécution des commandes provenant de l'interface. Donc, tout ça, c'est des optionnalités qu'on peut rajouter. On peut, comme on a dit qu'il y a des classes bande d'arrêt, donc qui limitent le système. Donc, c'est une sorte qui va limiter. Donc, il va y avoir aussi le type de classe acteurs, donc qui peuvent représenter les différents acteurs ou utilisateurs du système, donc ils vont interagir avec les classes. Bon, donc cette possibilité, elle existe en diagramme de classe, mais elle est rarement utilisée. Donc, on préfère exploiter tout ça, après peut-être aller vers le diagramme de package, diagramme d'objet. Alors, je vais d'abord vous savoir, en fait, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des questions autour de ce qu'on vient d'évoquer et par rapport aux autres diagrammes aussi? C'est l'occasion, en fait, parce que quand on fait un diagramme par science ou un diagramme par deux sciences, des fois, c'est facile, mais quand on a maintenant un paquet de diagrammes, on commence à mélanger un peu, en fait, on commence à mélanger, en fait, les notions de plusieurs diagrammes. Donc, si vous avez des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à poser des questions. Tout est clair. Parfait. Alors, donc, on aura un exercice. Donc, concevoir le diagramme de classe d'une application de gestion d'hôtel. Voici ce que vous devez modéliser. Un hôtel est constitué d'un certain nombre de chambres. Un responsable d'hôtel gère la location des chambres. Chaque chambre se loue à un prix donné. L'accès aux salles de bain est compris dans le prix de la location d'une chambre. Certaines chambres comportent une salle de bain, mais pas toutes. Les hôtes de chambre, donc sans salle de bain, peuvent utiliser une salle de bain sur le palier. Ces dernières peuvent être utilisées par plusieurs hôtes. Les pièces de l'hôtel qui ne sont ni chambres, qui ne sont ni des chambres, ni salles de bain, hors d'accueil et cuisine, ne font pas partie de l'étude. Bien sûr, hors sujet, donc il ne faut pas les prendre en considération. Des personnes peuvent louer une ou plusieurs chambres de l'hôtel.
Afin d'y résider, en d'autres termes, l'hôtel héberge un certain nombre de personnes. Ces hôtes, il s'agit des personnes qui louent au moins une chambre de l'hôtel. Donc, essayez de faire un diagramme de classe, donc bien sûr, correspondant à ce contexte-là, sur StarUML. Est-ce que vous avez tous un StarUML? Alors, est-ce que vous pouvez tous accéder à StarUML? Oui, monsieur. Alors, très bien. Donc, vous faites... vous avez pris l'exercice en capture d'écran ou pas? Hein? Non, monsieur. Non. Vous Moi, pouvez nous... je peux vous le projeter. Je vais juste en fait ouvrir StarUML. Ouvrez StarUML avec moi. Je vais vous montrer en fait comment élaborer un diagramme de classe. D'accord. Et après, on va vers l'exercice. إدريس أحمد باي. ناصر باي. نعم. ناصر باي. Nasser Bay, oui. Donc, est-ce que je vous ai envoyé le cours de diagramme de classe ou non? بعتي chapitre 4 et 5. Chapitre 4 et 5. Vous êtes sûr? Diagramme de classe, non? Donc on confirme. Je suis بعتي 4 et 5. Diagramme de classe, non, mais il n'existe pas, non? Attends. Ah, بعتي chapitre 5. أنا 4. Voilà. Donc, le diagramme de classe, mais comme je. Non. Séquence, برك. D'accord, je vais vous envoyer tout de suite le diagramme de classe, comme ça je ne risque pas d'oublier. Donc, les autres, vous avez ouvert StarUML, donc vous faites modèle, diagramme, ensuite classe diagramme. Et voici, vous avez l'interface qui permet en fait de réaliser un diagramme de classe. Essayez de parcourir les différentes fonctionnalités. Donc, à gauche, vous avez les différents outils à utiliser, relation, classe, etc. Et donc, à droite, ce sont les propriétés. Monsieur بعتي لكم. Hein? بغيتي تبعتوا لي دوكا. Oui, oui. Je vais vous l'envoyer tout de suite.
Nassabe, Oui. je viens de vous envoyer le cours. Essayez de diffuser, s'il vous Ah, plaît, et ah vous non, aurez l'énoncé de l'exercice. Donc, voilà, juste. c'est bon, الحق. Bien, essayez de partager, s'il vous plaît, avec vos camarades. Et bon, un peu plus, 15 minutes. Essayez de faire l'exercice sur StarYAML et quand j'arrive, donc on revient, vous faites le partage d'écran. C'est bon? Oui. Voilà, donc je vous laisse travailler 15 minutes. D'accord? Il est 17h20, donc 5 à 35, donc on va corriger l'exercice. D'accord, monsieur. Normalement, c'est bon, في الدرايف.
Est-ce que vous avez terminé? Oui, monsieur, mais j'ai rencontré plusieurs problèmes. Est-ce que vous pouvez, par exemple, partager votre écran? Oui, une seconde, monsieur. Les autres, est-ce que vous avez terminé l'exercice? C'est bon, monsieur? C'est bon, oui. Alors, donc, vous avez renseigné combien de classes, donc? Euh, déjà, il n'y a pas eu de différence entre classe et acteur parce que j'ai pas pu faire, j'ai pas trouvé d'acteur. Du moins, enfin, c'est pas un logo, mais le dessin qui est censé représenter un acteur. Non, non, l'acteur ici, elle n'a rien à voir, hein. D'ac- Elle n'a pas sa place ici, l'acteur. On ne va pas l'utiliser. D'accord. Voilà. Donc, Je vous entends pas, hein. j'ai trouvé cinq classes. Mhm. Donc, c'est bon, il y a l'hôtel. Même si l'hôtel, il n'y a pas grand-chose à. Enfin, bref. Donc, j'ai trouvé l'hôtel, le gérant, euh, les chambres, qui est, selon moi, le truc le plus essentiel. Et puis, les salles de bain de palier, parce que c'est une entité euh, Très bien. indépendante, et puis le client. Voilà. D'accord. Alors, donc, ma première remarque, déjà, il n'y a pas de multiplicité. Oui, là aussi, c'était l'un des problèmes que j'ai rencontrés. J'ai pas pu faire de multiplicité. J'ai pas su comment faire les multiplicités sur Star. Yamal. Exactement. Est-ce que vous avez essayé de travailler avec la relation association? La relation association. Non, j'ai pas essayé de travailler avec la relation association. Donc, travailler avec la relation d'association, vous allez voir que normalement, il y a la possibilité de faire les multiplicités. Et les autres, qu'est-ce que vous avez utilisé? Et, j'ai aussi trouvé un problème. C'est lors de l'écriture des salles de bain, voilà, ici, et le prix, ici, dans la chambre. Ça, c'était juste des textes que j'ai rajoutés moi-même. J'ai pas pu écrire dans les parties des méthodes, bien des attributs. Attendez. Euh, alors, vous m'avez dit, je reviens juste à votre truc. Alors, vous m'avez dit quoi? C'était quoi le deuxième problème? Euh, par- c'est par rapport aux salles de bain des chambres et puis les prix des chambres. Ça, c'est Mhm. des attributs. J'ai pas pu écrire les attributs, je les ai juste. Essayez d'agrandir un peu la classe. Essayez d'agrandir un peu. D'accord. Parce que la salle de bain et le prix, c'est juste des textes que j'ai rajoutés par-dessus. Euh, D'agrandir un peu la classe, de voilà, l'étaler un peu. Essayez de l'étaler un peu. c'est bon, c'est fait. C'est bon? Je ne vois Oui. pas la salle de bain, c'est toujours pour moi. Non, je parle des chambres. Je parle des chambres, Oui. Alors, oui, est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas un truc plus, quelque chose comme ça pour rajouter les attributs, tellement, cliquez. euh, non, il y a la visibilité, ça n'a rien à voir. Add attribute. Ouais, c'est bon. Je viens de le trouver. Voilà. D'accord. Donc, il faut faire un double clic et puis voir les options qu'il y a après. D'accord, je viens de. D'accord. Mhm. Donc, c'est les seuls problèmes que j'ai rencontrés.
Même chose par rapport à l'association. Vous m'avez dit que si je faisais une association, je pourrais voir comment. Mhm. Oui. Donc, j'ai pas pu rajouter enfin, c'est pas des numéros, mais j'ai oublié comment. Les instanciations. Voilà. Les multiplicités. Exactement. Pas. Sélectionnez, essayez de sélectionner sur l'association et vous Voilà. allez dans les propriétés. En bas, vous avez and to multiplicité, and one normalement multiplicité. Tu auras and one multiplicité, and two multiplicité. Là, tu vas, c'est un menu déroulant et tu vas sélectionner en fait la multiplicité. And Essaye de voir. one. Ah oui, And c'est one, bon. c'est D'accord, bon? d'accord. J'arrive à. Oui, c'est bon. Donc Exact. c'est dans l'éditeur. Oui. D'accord. En C'est fait, bon. tout est faisable dans les propriétés, d'accord? Tout ce que vous voulez. D'accord. D'accord. Ben, merci, monsieur. Normalement, c'est les seuls problèmes que j'ai rencontrés. Et pour les attributs, vous arrivez à rajouter des attributs maintenant? Oui, c'est bon. J'en ai rajouté dans la chambre. Donc, Dans la pièce de la chambre. vous avez trouvé ça dans quel onglet? J'ai dû Sélectionnez-le. double-cliquer sur la chambre déjà. Voilà. Et puis, il y a un petit menu à droite Exact- Exactement. où il y a écrit Add Attribute. C'est là que j'ai pu Voilà. ajouter un attribut. Voilà. Soit vous pouvez rajouter un attribut, soit vous rajoutez une opération ou une méthode. D'accord? C'est juste à côté. D'accord. Donc, Voilà. c'est bon, monsieur. Très bien. Donc, c'est pratiquement le même principe des logiciels. Il y a Star YAML, Argo YAML, Modilio, Architect Enterprise. Donc, c'est pratiquement toujours, en fait, on travaille beaucoup plus avec les propriétés à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a fait l'exercice, qui peut partager son écran? Oui, allez-y, Ramzi. Vous pouvez partager votre écran, très bien. Vous n'avez pas de micro, je pense. Ouais. D'accord, donc je vais essayer de voir. Est-ce que vous pouvez zoomer un peu? Parce qu'on ne voit rien. Voilà. Donc, personne qui peut réserver, environ, salle de bain, très bien, avec les multiplicités, hôtel, décomposé par chambre. Alors, très bien, vous avez pratiquement fait les mêmes classes. Donc, c'est déjà bien. Vous avez identifié les mêmes classes. Alors, vous avez une relation de composition entre chambre et hôtel, même pour Ahmed Fatah. Vous avez fait aussi une relation de composition, je Oui, pense, entre exactement. hôtel et chambre, c'est ça? Bon, donc là, on se pose la question. Si par exemple l'hôtel n'existe pas, c'est-à-dire si l'hôtel il n'existe plus comme hôtel, c'est-à-dire il n'est plus hôtel, donc les chambres, on ne va pas les détruire. On ne va pas, c'est-à-dire détruire les chambres. Si l'hôtel déclare faillite. Enfin, si ce n'est plus un hôtel. S'il Oui, mais ferme, c'est plus un hôtel. Il devient autre chose. Il change d'activité, par exemple, pour, je ne sais pas, une société ou un siège principal pour une société. Donc, dans ce cas, il faut s'interroger sur le type de la relation. Est-ce qu'on va faire composition ou la agrégation? Et pour se protéger, donc, il vaut mieux être un peu prudent. D'accord? Donc, je vais vous partager la solution. On va voir ensemble. Alors, donc, nous avons euh,
Voilà, nous avons l'hôtel avec chambre, donc avec une relation d'agrégation, ou composition selon en fait les types de cas s'il y a des précisions. Mais composition, à mon avis, il faut éviter ici. Après, vous avez entre hôtel et personne, donc il peut y avoir deux types d'associations. Donc une personne, elle peut diriger un seul hôtel. Un hôtel doit être dirigé par une seule personne. Il peut un hôtel, donc il peut héberger soit zéro ou plusieurs personnes. Et donc, une personne peut être hébergée dans un hôtel, la logique le dit, hein, mais après, une personne elle peut réserver dans plusieurs hôtels en même temps. Hein. Alors, donc, une salle de bain donc, par chambre, c'est soit 0, soit 1, donc très bien. Et donc, la salle de bain appartient, bien sûr, à une seule chambre. Voilà. Donc, voilà, c'était juste un exercice déjà de prise en main en diagramme de classe sur le logiciel et en même temps, pour déjà un premier exercice d'entraînement en diagramme de classe. Donc, on verra d'autres. Donc Monsieur, oui, ما نزيدوش responsable. on peut, on peut l'ajouter, mais avec quelle relation il va être ici? Gère هذاك location. On peut rajouter aussi location, comme une classe. D'accord? Numéro de location, date de location, etc. Donc oui, bien sûr, on peut aller plus loin, mais c'est juste un petit résumé par rapport à la structure maintenant. D'accord? Même location, on peut rajouter location comme classe. Après, je vous dis, chacun, en fait, comment il voit les choses. C'est ça la conception. On ne peut pas tous trouver, en fait, la même solution, mais il y a un minimum de classes qui doit être présent, quoi. Alors, donc, après donc, le diagramme de classe, on va juste définir un peu le diagramme d'objet. Donc, un diagramme d'objet est une instance d'un diagramme de classe, instantiation des classes et des associations qui montrent l'état du système modélisé à un instant donné. Par exemple, on peut savoir qui fait quoi. À un moment donné, on peut représenter, par exemple, une personne X qui loue une chambre Y. Un diagramme d'objet peut être utilisé pour illustrer le modèle de classe. On montre un exemple qui explique le modèle. Préciser, donc il permet de préciser certains aspects du système en mettant en évidence des détails imperceptibles dans le diagramme de classe. Donc, il permet aussi de prendre une image d'un système à un moment donné. Donc, le diagramme de classe modélise les règles et le diagramme d'objet modélise les faits. C'est ça, en fait. Un diagramme d'objet, donc c'est une capture de diagramme de classe, c'est-à-dire un scénario. C'est un cas possible, en fait, si vous voulez, d'un diagramme de classe. Donc, lorsque des objets ont les mêmes attributs, les comportements sont regroupés dans une famille appelée classe. Les objets appartenant à celle-ci sont donc les instances de cette classe. L'instanciation est la création d'un objet d'une classe. Voilà, donc on va générer des objets d'une classe, c'est ça, ce qui va donner en fait naissance à un diagramme d'objet. La représentation des objets, alors, donc le nom d'un objet est toujours souligné, il peut prendre trois formes. Nom d'objet, on indique le nom de l'objet tout court. Le nom d'objet, nom de classe, deux points, nom de classe, donc on indique le nom de l'objet et deux points, donc la classe à laquelle il appartient. Ou bien on peut faire juste deux points, nom de classe, c'est-à-dire pour dire qu'il s'agit d'un objet qui appartient à la classe plein milieu, et on n'est pas obligé de le nommer. Par exemple, la voiture Twingo, elle appartient par exemple à la classe voiture. On peut avoir par exemple l'étudiant Ahmed Fetr qui appartient à la classe étudiant, deux points. On peut avoir par exemple une représentation juste de le nom de la classe, c'est-à-dire qu'il contient l'objet sans préciser le nom d'objet, mais on parle de l'objet. Maintenant, un diagramme de package. Il permet en fait de regrouper un ensemble de classes, d'associations et éventuellement d'autres packages. Il permet de découper un système en plusieurs parties représentées, chacune par un package. Les packages peuvent avoir des actions entre eux. Donc maintenant, par exemple, si on veut faire, par exemple un système qui va gérer, par exemple, un supermarché, donc un grand système qui contient plus de fonctionnalités. Donc, pour déjà mieux organiser les choses, donc déjà, on va diviser le système en plusieurs modules, appelés package en diagramme de classe. Donc, plusieurs modules, et après, on va constituer plusieurs équipes qui vont travailler sur ces modules. Une équipe qui travaille sur l'aspect client, une autre qui travaille sur la facturation, une autre qui travaille sur la comptabilité, une autre qui travaille sur les commandes. Chaque équipe, elle travaille sur une tâche donnée.
Après, il y a d'autres les modules, c'est un logiciel, on va les rassembler plus tard pour avoir un seul logiciel. D'accord? Donc, là, en diagramme de classe, on doit faire des packages, c'est-à-dire chaque équipe, elle doit faire son paquet de classe. En fait, on va faire des relations entre les relations des packages. D'accord? Donc, un package, il permet de regrouper un ensemble de classes d'association des fonctionnements d'autres packages. Il permet de découper un système en plusieurs parties représentées chacune par un package. Les packages peuvent avoir des actions entre eux. Voilà. Donc, une classe peut apparaître dans différents packages avec le même nom. On y trouve même des classes qui n'appartiennent pas au package, mais qui sont référencées par les classes propres. On désigne une classe d'un package par. Donc, le nom de package, 4 points, nom de la classe. Voilà. Par exemple, ici, le package client, il contient déjà la facture, donc qui appartient au package facturation. C'est pour ça qu'on a fait 4 points facturation. Donc, elle appartient au package facturation. Mais elle est là parce qu'on l'utilise dans le package client. Donc, elle est en relation avec commande. Et client est en relation avec commande. Et une société et un produit. Donc, le diagramme de package, beaucoup plus, il est fait pour les projets de grande taille. Donc, là où vraiment le diagramme de classe, il est illisible. Donc, on essaie, en fait, par nature, de décomposer le système. Voilà, donc, c'était juste, en fait, une présentation du diagramme de package et diagramme d'objet, toujours appartenant au volet statique du YAML. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Alors, donc, on arrive pratiquement à la fin de notre séance. J'espère que voilà, donc les choses qu'on a présentées aujourd'hui, c'était clair. Donc, sinon, vous notez si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Donc, pour la semaine prochaine, Inch'Allah, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire et répondre sur vos questions. Donc, sur ce, je vous souhaite bon courage et à la semaine prochaine. À samedi aussi, on a un TP, Inch'Allah. D'accord, merci monsieur. Bonne journée. Allez, bon courage, merci, bonne soirée.